On va démarrer, s'il vous plaît. Bienvenue à Télécom Paris Tech, au sein de ce groupe d'alumni cybersécurité qui organise des conférences et qui fait travailler ces brillants alumni sur des sujets intéressants et pour le choix très innovants. La cyberassurance, un sujet qui a du mal à avancer et sur lequel on a, j'espère, vous avez trouvé aujourd'hui beaucoup de choses intéressantes et un travail qui va vous être restitué aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui est porté par plusieurs alumni, François, Charles, Xavier, François Xavier et l'autre. Donc je vais leur laisser la parole tout de suite. C'est moins mon sujet, moi. Il y aura d'autres sujets qu'on portera cette année et les années suivantes. Donc François, je te laisse tout de suite la parole. Et je donne aussi l'information à ceux qui nous écoutent peut-être, qui sont nos alumni en direct, qui sont dans la diffusion en direct. J'espère que le son est bon. Vous pouvez essayer de faire des commentaires si vous n'entendez pas ou c'est pas assez visible. Donc, bonsoir à tous, je suis François Graciolet. Donc, merci d'être présent à cette conférence. Donc, on va avoir 4 temps forts. Je vais laisser la main à Henri Daglin qui va nous présenter la vision et la perspective du SUIGREF qui nous a fait l'honneur d'être l'édito de notre livre blanc. Suite à ça, on vous donnera rapidement les résultats du livre blanc que vous avez à côté, vous allez le prendre en rentrant. Après, il y aura une perspective économique donc, qui nous sera présentée et on conclura par une table ronde avec des représentants de l'industrie et des différentes parties prenantes. Je laisse la parole à Henri pour pas perdre de temps. Merci beaucoup François. Alors je remercie les alumni de Télécom Paris Tech de me recevoir, de me donner l'occasion de prendre la parole. Je m'appelle donc Henri Daglin, je suis délégué général du SIGREF. C'est une association qui regroupe les principales grandes entreprises françaises, hors fournisseurs, pour Alexis, mais donc les principales grandes entreprises françaises ainsi qu'une bonne quinzaine de grandes administrations publiques et qui les accompagnent dans leur réflexion sur les enjeux de transformation numérique au sens large du terme. Et bien entendu, la cybersécurité est un enjeu essentiel pour nos entreprises membres aujourd'hui. C'est mon propos. Je ne suis pas un spécialiste de l'assurance, donc j'en parlerai peu, mais je vous expliquerai pourquoi c'est un sujet qui aujourd'hui intéresse les grandes entreprises françaises. Aujourd'hui, je parle au nom de Jean-Claude Laroche, qui est le DSI Group Enedis et qui est le président du cercle cybersécurité du SIGREF, qui aurait souhaité être là ce soir, mais il est en déplacement actuellement en Israël, justement pour une learning expedition sur la cybersécurité, rencontrer les écosystèmes d'innovation dans ce domaine sur le territoire israélien. Pourquoi est-ce que l'assurance cyber intéresse les grandes entreprises? Eh bien, il s'avère qu'aujourd'hui, les comités exécutifs, les conseils d'administration se posent la question de la gestion du risque cyber et de manière croissante. Déjà en octobre 2016, le SIGREF a publié un rapport d'un groupe de travail, c'était pourquoi et comment parler de cybersécurité en COMEX. Et à l'époque, dans ce rapport, il y avait une phrase qui était tout à fait connexe avec le sujet d'aujourd'hui, qui disait la chose suivante. La gestion du risque cyber a des impacts en termes financiers et la question de la couverture du risque cyber est grandissante dans les entreprises. Il s'agit d'un risque nouveau qui ne bénéficie pas encore de définition officielle. Donc c'était publié en octobre 2016. Comment est pris en compte le risque cyber aujourd'hui dans les assurances? Quel périmètre couvre-t-elle? Comment sont prises en compte les données personnelles? C'est pour ça que nous étions ravis de cette initiative d'un livre blanc sur la cyberassurance, puisque nous espérions
lorsque nous avons accepté de participer, que nos membres, de relayer cette étude auprès de nos membres, nous espérions bien avoir quelques réponses à ces questions qui étaient posées dans le cadre de ce rapport. Par ailleurs, le SIGREF organise chaque mois de mai son séminaire de printemps, et cette année, nous avions dédié notre séminaire de printemps à cette question: comment le DSI doit-il répondre sur les sujets de cybersécurité au conseil d'administration? Et nous avons organisé ce séminaire avec l'IFA, l'Institut français des administrateurs de société. Et l'IFA nous avait interrogé et venu nous poser la question: comment est-ce que vous, DSI, vous pouvez répondre à cette préoccupation en général portée par les comités d'audit et des risques des conseils d'administration? Et donc nous avons planché pendant une matinée avec l'IFA sur le sujet, et c'était un des thèmes qui remontait de cette matinée. C'était d'une part que les conseils d'administration avaient besoin d'être réassurés, au sens retrouver quelques garanties sur la façon dont le risque cyber est effectivement pris en compte dans les grandes entreprises. Et donc c'est bien aujourd'hui une question que les dirigeants se posent, et d'autre part, se poser la question des outils à la disposition de l'entreprise pour assurer la gestion de ce risque cyber. Et bien entendu, l'assurance est un sujet, est un de ces outils qui doit permettre à l'entreprise de se prémunir contre ce risque. Alors bien entendu, il ne le couvrira pas complètement, si j'ai bien compris ce que nous avions dit dans la préparation de cette soirée. Mais c'est déjà un élément essentiel, savoir que c'est une préoccupation qui aujourd'hui est prégnante auprès des comités exécutifs et auprès des conseils d'administration. Un troisième point qui est important: la donnée. La donnée devient un actif essentiel de l'entreprise. Et peut-être êtes-vous au courant qu'aujourd'hui, l'autorité des normes comptables a ouvert un chantier pour trouver les méthodes permettant de valoriser la donnée de l'entreprise et l'inscrire dans le bilan d'entreprise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est un sujet particulièrement important, puisqu'il va y avoir une valeur comptable à la donnée, et que la donnée va devenir un actif, et est déjà un actif stratégique, et qui va être valorisé. À partir du moment où il y aura une valorisation de cet actif, bien entendu, il y aura une réponse assurantielle qui pourra être apportée au meilleur niveau à cette question de la gestion de cet actif, de la gestion des risques qui peuvent peser sur cet actif. Voilà les quelques éléments que je voulais vous apporter pour vous dire pourquoi aujourd'hui le SIGREF s'intéresse particulièrement à ce sujet. Je renouvelle donc les remerciements notamment à Charles et à François qui sont venus nous poser la question de la participation à cette enquête. Et nous serons heureux d'organiser au cours du mois d'octobre probablement un petit déjeuner du cercle cybersécurité du SIGREF pour avoir une restitution de ce livre-là. Merci. Je vais demander à l'équipe de venir. Donc moi je suis François Graciollet, Charles Domal. Bonsoir, Charles Domal. François-Xavier Vincent. Et Stéphane Sola. Donc le titre, il est un peu provocateur de l'étude. On l'a appelé « Comment débloquer l'assurance cyber en France ». Alors pourquoi ce titre? En fait, on avait le sentiment que le marché de l'assurance cyber était quelque peu bloqué en France, voire en Europe. Mais l'étude, en fait, s'est limitée au territoire français. Alors pourquoi on a fait cette étude? Alors c'est une bonne question pour la faire. Premier point, on est tous ingénieurs, tous les quatre, donc nous sommes très attachés à la compréhension des problèmes et à leur résolution, donc ça nous paraissait un bon challenge. Deuxième point, nous sommes tous des spécialistes des technologies de l'information et nous souhaitons que leur utilisation soit la plus large possible tout en maîtrisant les risques associés. Et enfin, en tant que diplômés d'institutions françaises, nous estimons qu'il faut protéger nos actifs et participer au leadership des secteurs français de la cyber et de l'assurance. Avec cet état d'esprit en tête, donc nous avons rencontré pendant un an un certain nombre
tous les acteurs du marché, les parties prenantes représentatives du marché, donc des compagnies d'assurance, que ce soit des courtiers, des réassureurs, des assureurs. Nous avons rencontré évidemment les utilisateurs finaux, donc aussi bien les risk managers, les DSI que les RSSI, et j'en oublie un certain nombre peut-être. L'idée était d'avoir une vue panoramique du marché. Nous avons procédé donc à des entretiens individuels. Nous avons gardé en fait une logique d'avoir les besoins, de comprendre les besoins des clients, des futurs assurés ou ceux qui le sont déjà. Et nous avons pour cela en fait proposé à différentes associations, dont le CIGREF, le CESA et R2G, de participer à un sondage qu'ils ont envoyé, ils ont eu le plaisir d'envoyer gentiment à leurs membres. Donc ça nous a permis d'avoir des données, donc vous verrez dans le rapport, il y a un certain nombre de données. Déjà, une première donnée, c'est que sur les 3 associations, le taux de participation est disparate. Voilà, donc nous avons proposé, en tout cas Stéphane présentera les résultats qu'il y a eu au CESA qui sont très intéressants. Pour compléter le panorama, nous avons également proposé à des contributeurs que nous avions rencontrés d'écrire des articles. Donc vous verrez dans la revue qui est ici, un certain nombre d'experts du marché, certains qui ont écrit des articles, Jean-Philippe Gaillard notamment qui est vice-président du groupe cybersécurité Télécom Paris, des Amis Télécom Paris. Et puis nous avons également proposé à certains acteurs du marché, notamment Symantec, d'autres acteurs que vous verrez notamment à la table ronde. En fait, on leur a posé quelques questions comme des journalistes en leur demandant ce qu'ils pensaient de l'assurance cyber et quels étaient pour eux les points bloquants ou comment on pouvait y arriver. Voilà. Et bien sûr, on a fait une analyse qui était l'objet de ce livre blanc, et donc un certain nombre de recommandations. Donc Charles va vous présenter par la suite, et ces recommandations font l'objet, donc on a 15 recommandations, je crois de mémoire, comme des recommandations de tout ordre, et l'idée en fait c'est d'en débattre avec les différentes parties prenantes de cet amendement. Voilà pour le livre blanc et l'introduction. Donc vous pouvez le télécharger. Alors, je crois qu'il est restreint aujourd'hui aux alumni, mais il sera bientôt ouvert à tout le monde. En tout cas, vous avez une version papier. Je vais laisser la parole donc, à François-Xavier. Donc moi j'ai 2 minutes pour vous expliquer cette slide. J'ai 2 minutes, je ne vais pas expliquer la slide. Mon rôle ici, c'est de vous expliquer ce que c'est que l'assurance cyber, ou essayer d'introduire le sujet. Le premier sujet, c'est de quoi on parle. Un vaste programme, et qu'est-ce qui est couvert. Donc, schématiquement, on peut dire que l'assurance cyber est le pendant dans le monde immatériel de l'assurance dommage classique. Mais c'est très schématique, parce qu'on sait bien que l'assurance classique peut déjà couvrir certains dommages immatériels. Donc, beaucoup d'assurances traditionnelles, pertes d'exploitation, couvrent des pertes de données. Et réciproquement, des assurances cyber peuvent aussi couvrir des dommages dans le monde matériel. Le serveur qui est endommagé, les objets connectés, voilà, toutes ces choses-là doivent être conservées. Donc c'est ce dessin qu'on a volé à Systemix, qu'on a utilisé avec leur permission, et qui présente un peu le concept. Et on voit bien que entre le monde matériel et immatériel, la frontière est floue. C'est pas une frontière claire, et surtout il y a beaucoup de points d'interrogation. Et ça représente bien l'état de la réflexion sur le sujet, il y a beaucoup de points d'interrogation. Et troisième dimension, quatrième, cinquième dimension qu'on peut rajouter à ce beau diagramme, c'est les gens. Toutes les parties prenantes. Parce qu'on rajoute à ça les assureurs, les souscripteurs, tous leurs experts et autres. Et ça fait que ce sont des gens qui viennent d'horizons différents, ont des langages différents, des expertises différentes. Souvent, il n'y a pas beaucoup d'expertise sur le sujet de la sécurité au niveau des assureurs comme des souscripteurs. Ce qui fait qu'il y a une frilosité au moins. Et ça fait partie souvent des points bloquants qu'on a pu identifier. Après, ça fait qu'on a un marché européen qui est peu mature. Aux États-Unis, c'est bien démarré. Et en Europe, c'est surtout en Angleterre. Parce qu'il y a aussi une volonté politique en Angleterre. Il y a 2 ans, je crois, le gouvernement anglais a clairement indiqué qu'il voulait faire de l'Angleterre la plaque tournante de l'assurance cyber en Europe. Donc il y a aussi des moyens de débloquer peut-être une volonté politique, mais je ne vais pas dévoiler la suite. Et si j'ai encore 30 secondes, on peut dire ce qui peut bloquer la souscription d'assurance cyber, c'est la crainte que ce soit vu comme un prétexte. J'ai plus mon assurance cyber, j'ai plus rien à faire en cybersécurité. C'est super. Et ça, évidemment, c'est pas la bonne approche, parce que si on prend le parallèle avec l'incendie, si vous ne mettez pas de moyens de protection de base contre le feu, l'assureur il fera un peu tirer l'oreille pour vous rembourser.
Donc l'assurance cyber, je pense que c'est super, ça peut s'intégrer dans un écosystème de gestion des risques bien pensé, mais ce n'est pas la panacée qui va vous prémunir de toute autre solution. Voilà. Donc, dans tout ce que j'ai dit, et je vais me taire parce qu'il me regarde de travers, dans tout ce que j'ai dit, on a vu qu'il y a pas mal de facteurs qui font que l'assurance cyber n'est pas vraiment débloquée, et puis c'est mes petits camarades qui vont vous en parler. Alors, le travail sur les résultats, sur les données. Donc, là, c'est une image, une picture en fin de compte des résultats. Pour retenir qu'en fin de compte, on a globalement la question, avez-vous souscrit donc une assurance cyber à l'ensemble des sondés. Près de 57% disent non. Donc, c'est le petit schéma que vous voyez à gauche. Et quand on fait l'analyse en détail sur les histoires à droite, pour certains, c'est assez disparate parce qu'ils vont prendre une assurance cyber dédiée, véritablement, à 27%, vous voyez en haut à droite. Et à l'inverse, on va avoir des gens qui n'ont même pas porté le sujet à l'étude sur cette année ou les jours à venir, enfin les années à venir, d'une certaine manière. Donc c'est ça qui est quand même très contrastant, parce qu'on a des gens qui sont dédiés à un produit cyberassurance et certains qui ont le sujet quand même à l'étude, et le sujet à l'étude est plutôt intéressant parce que ça permet de projeter à terme, en fin de compte, un oui qui passe à 63%. Donc c'est plutôt optimiste par rapport à cette idée-là. Ensuite, quels sont les principaux risques que vous souhaitez couvrir? Il y a une liste là qui est assez intéressante parce qu'on voit que la pénalité contractuelle ou réglementaire suite à une attaque cyber est un élément important. L'impact sur les tierces parties, les frais d'expertise technique retour à la normalité sont aussi importants. Donc ce sont ces chiffres-là qui ressortent et qui forment une tendance, parce que je ne peux pas sortir tous les chiffres qui sont issus, bien sûr, en 2 minutes, mais c'est quand même l'image globale qu'on peut avoir. J'ai noté quelques chiffres aussi intéressants qui illustrent aussi, bien sûr, alors, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que quand les entreprises fournissent à leurs clients des services IT, numériques, en fait, 80% ne proposent pas à leurs clients de cyberassurance. C'est-à-dire que le domaine de la responsabilisation est importante. Et à l'inverse, pour l'acquisition en fait, de ce type de service, 50% n'exigent pas de leurs fournisseurs une cyberassurance. Vous voyez, il y a une question sur la mobilisation, même inter-entreprise, qui est assez importante. Et pour d'autres, en fin de compte, ça illustre le schéma qui a été donné, cette modélisation un peu nouvelle. Il y a une difficulté à modéliser, en fin de compte, quels sont les périmètres assurantiels dans un système. Et donc, les responsables et sondés déclarent que c'est 58% dans l'entreprise. Il voit aussi que les assureurs ont du mal à modéliser par secteur d'activité. On ne fait pas un produit générique cyber quand on est dans l'industrie où on voit bien qu'il y a un profil de risque particulier. Et je finis sur un dernier chiffre, si vous me permettez. Quand certains proposent des prestations complémentaires à l'assurance pour faire de la prestation d'audit, une prestation, 55% des sondés attendent toujours la proposition commerciale. Donc, vous voyez, on a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, de l'ordre de la mobilisation des forces vives. On va passer tout de suite aux recommandations. Alors, on a 6 familles de recommandations. Les 3 premières, c'est d'abord sur la demande, les clients, les entreprises. Demandez des attestations de cyberassurance à vos fournisseurs. C'est ce que vient de dire Stéphane. On n'est qu'à 10 ou 20% des entreprises qui demandent ça, mais que pour leurs fournisseurs IT. À terme, il faudra sans doute le faire pour tout le monde. Assez souvent, vous demandez, dans les phases achat, une attestation RC. Pourquoi pas une attestation cyberassurance. Deuxième chose, pour un certain nombre d'entreprises qui découvrent complètement l'assurance cyber, de commencer par un petit produit simple sur un petit périmètre pour apprendre à discuter avec les courtiers et les assureurs et que les courtiers et les assureurs puissent découvrir des nouveaux besoins. Sur la partie offre, comme on l'a vu avec François-Xavier, il y a tout plein de points d'interrogation sur ce qui est couvert et pas couvert. Et ça, beaucoup d'entreprises qu'on a rencontrées
nous ont dit « je ne sais pas ce qui est déjà couvert par les assurances que j'ai déjà souscrites, que ce soit une ERC, que ce soit une dommage, ou que ce soit autre chose. » Faire connaître l'offre d'assurance cyber et enfin favoriser les offres technico-assurantielles. J'en ai deux en tête. Celle de Generali avec Europe Assistance et Ineo Digital pour les PME et les ETI qui sont sortis il y a 2 mois. Donc grosso modo, je viens de prendre WannaCry, le nouveau virus d'aujourd'hui, là, je ne sais pas quoi faire, j'appelle Europe Assistance et on va m'envoyer des pompiers. Pour une PME ou une ETI, ça rassure. Il y a une entreprise aux États-Unis qui fait de la protection des endpoints. Et bien maintenant, ils complètent leur offre de protection de endpoints avec une offre d'assurance $1000 par PC jusqu'à $1 million par entreprise. Donc je prends leur logiciel, je protège mon endpoint. Si je me fais attaquer, ils vont me donner $1000 par PC jusqu'à $1 million par entreprise. Sur le droit, partie du droit. Tout d'abord, sanctionner les produits mal développés. Si je lance une voiture sur le marché et qui, au bout de 100 km, perd ses 3 roues, j'ai un petit problème au niveau juridique. Quand je lance une caméra IP qui, derrière, déclenche des dénis de service sur DIN et sur OVH, je n'ai aucune conséquence. Okay. Donc demain, quand je vais lancer ma voiture autonome, si jamais il y a un problème cyber, ou si mon fils a un problème cyber avec sa voiture, je vous promets que celui qui a fabriqué la voiture va payer jusqu'au dernier sou. Et je considérais que c'est aussi du pénal. Et pour titiller un peu le marché, rendre obligatoire les assurances cyber. Voilà, je sais que ça titille le marché. Pour finir, donc 3 autres domaines, donc la finance, les organisations et la cybersécurité. On va voir qu'il y a pas mal de choses sur le domaine de la cybersécurité. Premier point, c'est intégrer la cyber dans les rapports annuels, comme ce qui est RSE. Aujourd'hui, certaines entreprises commencent à valoriser leur action en termes de cybersécurité, mais ce n'est pas encore un standard. Libérer du capital, donc les assureurs, les banques sont plus à ce type d'exercice. On peut imaginer que d'autres secteurs auraient intérêt à mieux gérer leurs fonds propres. Troisième point, donc là, à l'instar de ce qui se fait dans les catastrophes naturelles et le terrorisme, pourquoi pas imaginer mettre en place un fonds pour les grandes catastrophes cyber. C'est ce qu'on a identifié lors de l'étude. La grande peur des assureurs des compagnies d'assurance, c'est le Black Swan. Donc si tout le monde se fait attaquer en même temps, tous les clients vont demander d'être remboursés. Donc c'est un souci. Les organisations, des choses avec lesquelles vous êtes familiers, c'est du bon sens, c'est déjà avoir un langage et des modèles de risque communs, donc c'est facile à écrire et à dire, c'est plus compliqué dans la réalité puisqu'on a des profils de population qui sont très disparates, avec des gens qui ont un passé professionnel plutôt financier, assurantiel, juridique, informatique et spécialisé en cybersécurité. Donc comment faire arriver à faire communiquer toutes ces personnes entre elles. Autre point, intégrer la cybersécurité au cœur de la gouvernance des entreprises. Donc, en tant que conseil d'administration et dirigeant, comment incorporer la cyber au plus haut niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, peu d'entreprises ont encore de RSSI ou de Chief Information Security Officer on board. On commence à voir aux États-Unis, on pense que c'est un incentive qui va faire progresser les choses. Et dernier type de recommandation sur la cybersécurité, donc on en parlera lors de la table ronde, faire émerger un standard commun pour les questionnaires et les systèmes de rating des sociétés. Aujourd'hui, on constate pléthore de standards sur le marché, le standard du NIST, le standard de l'EXI, Information Security Indicator dont Gérard parlera tout à l'heure, un certain nombre de standards comme l'ISO, et des sociétés, en tout cas des ébauches de rating de cyber. C'est quoi le rating cyber? C'est donner une notation à une entreprise pour attester de sa maturité, en tout cas de la prise en compte en père de famille de la cyber. Deuxième point qui est un corollaire, c'est on pense qu'il y a besoin de tiers de confiance en fait, qui vont évaluer, noter, donner une notation à une entreprise en termes de cyber. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs américains, donc on peut se poser la question de la souveraineté des entreprises européennes et françaises, donc nous préconisons la mise en place d'une agence de notation cyber européenne voire française. Et enfin, dernier point, qui est du bon sens aussi, c'est partager les informations sur les incidents ou les vulnérabilités ou les menaces. Aujourd'hui, les opérationnels commencent à partager ce type d'informations, et aujourd'hui, ça reste encore tabou.
Une initiative intéressante à signaler aux États-Unis avec le DHS, le Department of Homeland Security, qui a mis en place une base communautaire où les entreprises et les organisations vont pouvoir partager leurs incidents et leurs retours d'expérience. J'en ai fini. C'est la main donc, à Ali qui va nous... On aura peut-être les questions à la fin. En fait, ce qu'on a voulu, donc il y a un article qui est très intéressant dans le livre blanc, qui a été rédigé par Ali, qui est aussi l'auteur d'un livre, il en parle un petit peu plus. On voulait comprendre en fait d'un point de vue économique, puisqu'on est sur un marché de l'assurance cyber, quels sont les bloqueurs, donc les leviers, et comment on pourrait faire émerger donc l'assurance cyber en France. Bonjour, je me présente, je suis Ali Jagdam. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris-Dauphine et j'enseigne à l'ENLV, c'est le pôle universitaire Léonard de Vinci à la Défense. J'ai eu la chance d'avoir un coup de fil de François pour me proposer une petite contribution modeste dans ce livre blanc. Je suis ravi et je vous remercie. Je voulais présenter cette perspective économique d'un point de vue d'un économiste, si vous permettez. Je ne vais pas rentrer dans les techniques et je ne veux pas être redondant et répéter les mêmes choses, enfin des choses qui ont été déjà. Je vais essayer de faire un tri en 10 minutes. Je commence par l'objet qui fait le contrat, si vous voulez, le contrat même d'assurance. Je vais le décrire un petit peu, faire un petit rappel qu'il s'agit d'un service, si vous voulez, tout comme un bien service, qui peut avoir un marché propre à lui, autour d'un prix. Ce prix-là n'est pas acceptable dans l'absolu, il faut le rappeler, comme bien un service bien évidemment. Ben, le contrat de cyberassurance est aussi donc un service dont le prix n'est pas acceptable. Alors comment on va aboutir à exécuter, si vous voulez, un contrat entre un assureur et un assuré potentiel? Est-ce que c'est le prix qui bloque? Est-ce que il y a d'autres bloquants, si vous voulez, que mes chers amis viennent de citer, bien évidemment? Moi, je vais insister sur ce prix-là. Je commence d'abord, je vais me mettre côté assureur. Pour ce qui est de l'assureur, à partir des composants du risque, il va émettre son prix. Bien évidemment, dans un cas normal, dans un risque, si vous voulez, habituel, entre guillemets, risque mobile, les risques ordinaires, j'allais dire, aucun souci. Nous avons une maturité là-dessus et le prix se fixe très rapidement. Donc vous demandez un devis pour votre automobile aujourd'hui, vous pouvez avoir des centaines avec un prix qui n'est pas très différent si vous voulez, parce qu'on est dans la maturité. Il n'y a pas une grande différence entre les assureurs pour ces offres-là. Une spécificité de risque informatique, particulièrement le cyber-risque lié à l'usage des réseaux d'information, évidemment, tout s'explique, si vous voulez, par l'interdépendance de ces risques-là. L'interconnexion entre les risques, c'est-à-dire entre les entreprises, et du coup donc, entre ces risques-là, ce qui fait peur aux assureurs. Alors, il fait peur pourquoi? Parce que le risque devient non diversifiable. Si on prend le parallèle des risques catastrophiques, par exemple, les catastrophes naturelles, puisque c'est un risque systémique aussi,
La diversification est géographique. C'est très simple, il prendra un portefeuille diversifié, il n'y a aucun problème. Tout le monde ne peut pas être inondé au même temps. Hein, donc. Par contre, pour le risque cyber, la diversification devient impossible et le risque de cumul est inévitable et le monde entier devient une zone de cumul. Donc, cette diversification n'est plus possible. Deuxième chose, ce risque cyber, c'est un risque non observable. On n'a pas d'historique là-dessus, on ne peut pas évaluer exactement la probabilité d'occurrence et, bien évidemment, par la suite, la perte qui peut être présumée. Donc, non diversifiable, non observable, le risque est non assurable, actuariellement parlant. Mais pourquoi il y a des contrats qui existent? L'explication est économique, elle n'est pas actuarielle, parce que si on parle d'un assureur, je pense qu'il y a des assureurs entre nous, le risque cyber n'est pas assurable actuellement. Alors, on cherche des conditions économiques pour expliquer l'existence et donc l'émergence, pour pousser un petit peu et débloquer ce marché-là du côté économique, avec une perspective économique bien évidemment. Ce contrat entre assureur et assureur, je ne vais pas être long là-dessus, c'est une transaction entre deux entités. La première est risque-phobe, et qui est le client évidemment, dans un temps normal, c'est le client qui a peur du risque, qui veut le transférer vers un assureur qui, par mutualisation, c'est la définition même de l'assurance, va le neutraliser. Donc l'assureur est neutre devant ce risque-là. Vous voyez l'avantage donc de l'assurance. On ne va pas mettre en question le rôle de l'assurance, ou le rôle économique, pour se prévenir des risques de la vie. Ça ne veut pas dire que on ne va pas dire, si vous voulez, qu'on n'a pas besoin d'assureur parce qu'on sait se protéger. Hein, j'ai discuté tout à l'heure un petit peu, et le risque manager, en général, il y a une tendance, on a l'impression que ce manager-là prétend qu'il maîtrise bien le risque au sein de l'entreprise, et donc il laisse l'assurance enfin, il a raison, bien évidemment, mais il reste un arbitrage à faire, et donc c'est tout son travail en principe. Donc je reviens sur ce contrat-là, le passage du risque, le transfert du risque d'un agent vers l'assureur doit être d'un agent, je répète, risque-phobe vers un agent neutre au risque. Voyons ce risque cyber. Est-ce que l'assureur peut être neutre? Et est-ce que l'assuré est risque-phobe? Ou à la limite, est-ce qu'il y a, on peut dire que l'assuré est plus averse au risque que l'assureur? En principe, c'est la seule condition qui permet de contractualiser ou de faire un contrat d'assurance. Ce qu'on voit en ce moment, et ce qui me semble quelque chose de bloquant et principal, c'est qu'on se trouve avec des assureurs qui ont déjà raison pour refuser ou à la limite être réticents à offrir des contrats spécifiques aux cyber-risques. J'avais parlé de la non-observation et de la non-diversification de risque, je le rappelle encore une fois, donc actuellement non assurable. Mais on se trouve avec des assureurs qui ont plus peur que les assurés nous-mêmes. Et ça, c'est une vérité, on ne peut pas la nier. Si on discute avec un assureur, il dit non, c'est un risque, on n'a pas d'historique, il n'y a pas de données, pour les raisons que je viens de dire, donc il parle de façon actuelle. L'assuré, de son côté, prétend connaître donc bien le risque, donc il se trouve que, par moment, il dit je gère bien mon risque. L'assurance, je la laisse en dernier recours, au cas où. Je trouve une offre intéressante. Alors, pour finir, si vous voulez, et débloquer, pour utiliser le terme de cet événement-là, ce livre-là, pour débloquer à mon sens ce marché d'assurance, il suffit d'inverser cette inégalité en termes d'aversion au risque. Donc il faut inverser, sinon il n'y aura pas de contrat. C'est systématique. C'est l'objet même d'un contrat d'assurance. Alors, pour inverser, il faut diminuer l'aversion au risque de l'assureur et
augmenter celle de l'assuré. Alors comment faire? On revient à l'assureur. Pour, si vous voulez, augmenter, diminuer plutôt la version risque de cet assureur-là, il va falloir trouver un moyen pour diversifier en quelque sorte ou rassurer je préfère le terme rassurer l'assureur pour qu'il puisse se lancer dans cette aventure. Parce qu'il y a des assureurs qui n'ont pas encore offert ce type de contrat. On ne parle pas des grands, bien sûr, ou encore des États-Unis, peut-être ils ont de l'expérience par rapport à ça. Donc, pour l'encourager, la réassurance, il ne faut pas avoir peur, le réassureur aussi, c'est un assureur, il peut être réticent lui aussi, donc, pour les mêmes raisons. Donc là, ça bloque encore un petit peu. Alors en plus, encore, pour le rassurer, et rassurer le réassureur, si vous voulez, c'est l'État. Là, il n'y a pas le choix. Il faut quelqu'un qui prend en charge ce type de risque et, bien évidemment, en dernier recours. Il doit y avoir un fonds, et j'ai vu dans votre présentation justement qu'on doit constituer des fonds nécessaires pour des situations de crise, bien sûr. Il ne faut pas laisser tomber un assureur, il faut le dire, assure et nous sommes derrière vous. Alors, côté assuré, non, avant l'assuré, je finis avec ça. J'ai dépassé mes 10 minutes, il me semble. Alors, je vais finir en deux. Je reviens sur l'assureur, parce que on a oublié, ou j'ai oublié, si vous voulez, un troisième opérateur, qui est le fournisseur des moyens de sécurité. Oui, là c'est très important. Il faut le mettre en coordination avec, non pas seulement avec l'assuré, mais aussi avec l'assureur. On travaille ensemble pour que l'assureur soit rassuré. Donc, pour la même raison. Donc, s'il trouve un marché de cybersécurité fonctionnel, mature, ça va lui donner de la confiance et du coup, il va se lancer dans cette aventure. Je reviens maintenant à l'assuré. C'est un client, après tout, il reste le client. Et c'est lui qui décide de l'achat ou pas. Donc, il va regarder le prix, la prime, l'assurance, et à partir de là, il va dire c'est convenable, j'achète, et c'est trop cher, j'achète pas. Ah bah c'est trop cher, ça reste un jugement de valeur. Ce jugement de valeur, en général, il est subjectif. On prend deux entreprises, on va leur donner le même contrat, avec le même prix, on a un qui va accepter, l'autre va refuser. Parce que c'est un jugement subjectif, je répète. En général, même quand vous allez acheter n'importe quoi, sur le marché, vous avez toujours ce qu'on appelle un pied d'ancrage. Quelque chose de repère, avec quoi vous allez faire la comparaison. Il s'agit peut-être du même produit ou pas, peu importe. Peut-être qu'ils ont la même utilité, mais pas vraiment le même produit, mais ils ont la même utilité. Ce point d'ancrage, ce pied d'ancrage, va vous aider à juger de telle valeur, si elle est chère ou pas. Encore, il y a l'expérience. Si vous avez l'expérience d'acheter des contrats de ce type-là, et dire non, j'en ai déjà des offres dans ce sens-là, ça fait 5-10 ans que je suis assuré, non, votre prix n'est pas. Alors, que faire pour rendre ce prix-là acceptable par l'assuré? Il faut travailler sa perception du risque. Alors, le risque n'est pas anodin, c'est pas un risque qu'on peut s'en passer, fermer les yeux, ou qu'on peut gérer en interne et c'est terminé, non. Il va falloir créer justement, d'ailleurs les grandes entreprises ont cette unité interne de gestion de risque spécifique au cyber-risque, et donc pour rendre ce risque, pour rendre, si vous voulez, ou pour faire peur ces assureurs-là de ce risque. Tout simplement, il faut divulguer de l'information. Quand il y a un problème ou il y a une violation de données ou peu importe, en général, ceux qui sont médiatisés sont les gros, les grosses pertes, on va dire, ou les grandes entreprises de renom. Mais si vous demandez à votre entourage, avec les petites entreprises, vous allez certainement entendre parler de telle ou telle personne qui
a été pris en escroquerie, si vous voulez, par Internet pour faire des achats avec sa carte bleue, peu importe. Ce sont des petites sommes, mais si tout le monde va divulguer cette information, où on crée une sorte d'organisation qui si vous voulez, qui publie justement ces intrusions-là ou ces risques-là, ces pertes-là, des petites sommes, alors bien évidemment, on va avoir un cumul très impressionnant, avec les grands événements, évidemment aussi, et là, ça va faire peur certainement. On ne laisse pas la divulgation que pour quelques événements, enfin quelques intrusions dans l'année. On entend parler de telle ou telle entreprise, 6 mois après, on entend quelque chose d'autre, 2 ans il n'y a rien, donc des petits trucs, et puis à la fin, donc, on va se dire, finalement c'est un risque rare. Non, c'est pas un risque rare, attention, ça devient un risque fréquent. Et de grande ampleur, un risque catastrophique et fréquent. C'est pire qu'une catastrophe naturelle. Donc, je ne vais pas revenir sur les pertes, bien évidemment, mais juste, il faut travailler l'esprit des entreprises sur la dangerosité, la gravité de ce type de risque. Et du coup, donc, ça va de soi par la suite, il va accepter les prix, mais bon, pas dans l'absolu non plus, mais on essaie de faire un rapprochement entre assureurs et assurés pour qu'ils se mettent d'accord sur un prix. Se mettre d'accord sur un prix, ça veut dire exécution de contrat, ça veut dire création du marché. Je ne sais pas si j'avais oublié quelque chose autre. Il me semble que j'ai fait le tour des points que je voulais, et je vous remercie pour votre attention, bien évidemment. Merci beaucoup. Il y aura une session de questions-réponses à la fin, donc notez vos questions. On va clôturer la conférence par la table ronde. Je vais accueillir Florence Pubaro qui va animer la table ronde, qui est directrice des contenus chez DG Consultant. François Bonne, donc, qui est président de la commission système d'information à la MREC. Alain Bouillet, qui est président du Sénat et qui va revenir. Gérard Baudin, qui est le président fondateur du club R2G, c'est l'initiative LC Easy. Laurent Hello, qui est directeur IMI et des stratégies de cybersécurité. Je crois que Alexis Cohen, qui est directeur global cybersécurité conseil d'intégration. Et Michael Robard, qui est le représentant de CSI Saint-Honoré. J'ai oublié que l'animatrice a besoin d'être. Oui, on peut pousser. Bonjour à tous et merci pour votre accueil et puis alors merci pour le timing, quand même une des plus grosses attaques cyber peut-être de tous les temps aujourd'hui et vous faites votre conférence sur l'assurance des risques cyber. Je ne sais pas si les assureurs étaient dans le coup, mais bon, parce qu'on verra demain peut-être plus tard les dégâts, mais il y a eu quelques recommandations. Alors donc cette table ronde, vous êtes assez nombreux, donc ce que je disais dans la préparation, des questions courtes et des réponses courtes, pour s'aborder le maximum de points. On vous a montré tout à l'heure, il y a 15 recommandations qui ont été énoncées dans ce livre blanc. On ne va pas revenir en détail sur les 15 recommandations. Vous avez le livre blanc, vous pourrez les étudier et en voir avoir votre propre avis. On va quand même en prendre au moins 7, 8, 9, on verra le temps qui nous est imparti. Et je vais demander aux uns et aux autres de réagir sur ces 15 recommandations. Parce que certaines sont assez, peut-être pas originales, mais elles bousculent peut-être, bousculent l'industrie. On a la chance ce soir d'avoir quand même un panel représentatif de tout ce que le monde du
cyber et de l'assurance peut représenter. C'est quand même assez sympa d'avoir leur avis. Il n'y avait pas d'assureur, oui, il devait y avoir un assureur et puis j'ai fait la moitié de ma carrière d'un assureur sur ce risque. c'est bien, vous pourrez donc réagir sur, pour les deux, pour les assureurs et les courtiers. On ne va pas mettre dans le même sac assureur et courtier, mais vous avez quand même... Là, il y a une communauté d'intérêt. Il y a une communauté d'intérêt, on est bien d'accord. Donc, table ronde, on va avoir pour une bonne demi-heure à peu près, et puis après on passera aux questions-réponses, et puis ensuite je crois qu'on se retrouve pour un verre au fond de la salle. Alors, parmi les 15 recommandations, demandez les attestations de police d'assurance cyber dans les appels d'offres. Donc moi je voulais savoir est-ce qu'on doit mettre en place cette pratique, les avantages, les inconvénients. Alain, est-ce que tu veux commencer? On va te donner un micro. Merci, bonsoir. Et effectivement, excusez-moi d'avoir été faire des va-et-vient, mais la crise a fait son œuvre. Rassure-nous, la caisse. C'est bon, vous pouvez continuer à déposer de l'argent sur vos linéaires, c'est toujours bien gardé. Donc, faut-il demander... Demander des attestations de police d'assurance cyber dans les appels d'offres. Oui, alors moi je pense que tout ce qu'on peut demander aux fournisseurs qui peuvent attester de leur bonne connaissance et de leur bonne appréciation des risques cyber est une bonne chose. Franchement, c'est leur demander ça. Bon, ça fera avancer le schmilblick que du côté des vendeurs, mais au moins ça pourrait effectivement être quelque chose qui... on a toujours une difficulté quand on fait un appel d'offres. Évidemment, on ne choisit jamais les solutions. Enfin, je parle des appels d'offres métiers, qui achètent des solutions en mode SaaS, qui achètent plein de choses qui ne sont pas... Enfin, je ne parle pas des achats d'outils informatiques de renom. Je parle bien d'achats très divers aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés. On voit bien que quand on demande quand on a des questions sur les sujets de sécurité, on est parfois face à un grand désert et une grande interrogation. Donc je pense que tout ce qui contribue à faire en sorte que ces fournisseurs-là prennent conscience des problématiques de risque, oui, si on peut leur demander, et d'ailleurs je crois que je l'ai déjà fait, de demander des attestations, bon je ne dis pas quel succès, mais ça fait partie des choses qui me semblent être utiles à produire. D'accord. Alexis, votre avis là-dessus? Je suis assez d'accord avec Alain sur le vecteur de sensibilisation de l'importance. Pour moi, c'est plutôt un élément qui fait prendre conscience aux fournisseurs que le sujet cyber est important pour son client parce que son client est capable de mettre des exigences de sécurité dans son cahier des charges. Et j'aurais tendance à dire, mettons déjà des exigences de sécurité assez formalisées avec des attentes concrètes avant le sujet de l'assurance. L'effet de bord et ce quoi il faut faire attention, c'est de ne pas se retrouver avec un espèce de petit tampon assurance qui ne vaut rien, où on va souscrire une assurance sur un périmètre rikiki quelque part, juste pour pouvoir montrer cette assurance, et que justement des directions métiers qui sont très peu sensibilisées ou matures disent c'est bon, t'inquiète pas, j'ai acheté ce service dans le cloud, je ne sais pas à quel pays, mais j'ai une assurance cyber. Donc on oublie la sécurité, on oublie ces éléments-là, j'ai un tampon. Et c'est là qu'il faut faire attention. On l'a vu sur des certifications un peu plus poussées comme ISO 27001 sur le système de management de la sécurité, où les gens sortent des certificats sur des périmètres qui n'ont rien à voir avec les services qui sont vendus, et les cas sont cochés dans les appels. Voilà. D'accord. Là c'est oui, mais attention. Attention à ne pas donner un faux sentiment de sécurité aux acheteurs grâce à ces éléments. Et il faut aussi être capable de challenger la réponse. Il faut être capable de challenger la réponse. Donc une réponse, effectivement. Donc ça veut dire aussi avoir les capacités en interne. Voilà. On continue, et puis après on en reparlera. Alors, deuxième question. Expliquez ce qui est déjà couvert par les polices d'assurance. On a vu le schéma tout à l'heure. On a vu que l'assurance cyber, finalement, elle était un peu floue. L'image n'était pas forcément complètement nette. On reproche parfois, je me passe à vous, Michael, pour représenter et les courtiers et les assureurs en double peine ce soir, que les offres des... Deux fois le temps de réponse. Il faut
et demi, vous coupez la parole, que les offres, alors ça s'est quand même éclairci au fil des années, mais c'est vrai que moi je me souviens il y a 3-4 ans, quand on regardait les offres des assureurs, c'était pas toujours très très clair, donc c'est encore un reproche aujourd'hui que parfois on fait à certains assureurs à côté. Je parle pas pour vous bien sûr. Donc est-ce qu'il y a cette œuvre de pédagogie à faire aussi auprès des entreprises? Oui, comme tout produit d'assurance nouveau, il faut effectivement faire œuvre, je vais dire presque comme un curé pour sa paroisse. Il faut effectivement aller souvent voir le client, lui expliquer le sujet, pour qu'un jour il soit peut-être touché par la lumière. L'idée, c'est peut-être la chose suivante, c'est qu'en fait, l'assurance cyber, c'est pas un produit d'assurance, c'est une démarche assurantielle. Et la démarche assurantielle, elle doit être en miroir de la démarche de la gouvernance du risque de cybersécurité. Donc, finalement, celui qui s'assurera correctement en risque cyber, c'est celui qui aura une maturité sur le risque de cybersécurité et qui l'aura adressé correctement. Parce que là, il pourra faire utilement appel au marché, c'est-à-dire quoi? Transférer le risque résiduel, qui ne fera pas peur à l'assureur, parce que je vais vous assurer qu'ils ont beaucoup d'appétit, énormément d'appétit, et à un prix qui sera toujours, tant qu'une mutualisation du marché ne sera pas possible, à un prix qui sera toujours jugé important, pour une simple et bonne raison, parce que pas statisticable à ce jour, et certainement peut-être jamais statisticable. Donc, et pour autant, l'assureur assure des tas de risques qui ne sont pas statisticables. Donc, et il faut peut-être faire la différence entre ce qui est statisticable et ce qui relève du risque systémique. C'est ce qui nous était un petit peu présenté tout à l'heure. J'aurais une vision un tout petit peu différente, c'est qu'aujourd'hui, le prix, c'est le prix du marché. C'est-à-dire, en fait, on a un marché vendeur qui dit, voilà, moi j'ai de la capacité d'assurance, elle a ce coût. Et dans ce coût, j'intègre aussi ma marge, et bien évidemment, c'est du courtier. Donc, ça n'est pas un prix qui est en rapport avec le risque, c'est un prix qui est en rapport avec la capacité d'assurance et les capitaux donnés. Merci. François, justement, vous avez une certaine maturité par rapport à ces offres assurantielles, mais est-ce que vous avez aujourd'hui cette impression, parfois d'un manque de clarification des offres d'assurance cyber? Est-ce que vous êtes dans la même démarche, justement, de cette démarche de gouvernance? Ce n'est pas simplement un produit. Je rejoins Michael, à la scène basique de l'assurance, on est plus bien assuré que les choses qu'on a bien compris et bien connues. Donc, si on ne fait pas soi-même cette démarche-là, au travers de cette gouvernance d'analyse, d'évaluation sans risque, on n'arrivera pas à trouver une offre assurantielle qui nous correspond. Ce n'est pas vraiment un problème d'offre, c'est plutôt un problème de démarche interne, de savoir quelle est l'exposition, quels sont les risques qu'on va vouloir transférer, qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'acheter et comment. Et du coup, si on fait cette démarche-là, avec les bons partenaires, on va trouver une offre adaptée. Le marché a beaucoup progressé, les assureurs sont tout à fait... il y a même pléthore d'assureurs qui sont capables de porter ce risque-là. Pas vraiment un problème de capacité non plus aujourd'hui, on peut trouver des garanties assez hautes. Donc aujourd'hui, c'est pas un problème d'offre à mon sens. D'accord. Alors si on revient juste à la question, est-ce qu'on doit expliquer? Qui doit expliquer? Alors, en fait, c'est lié à la démarche, et je rebondis là-dessus. Il ne peut y avoir de compréhension de ce qui est assuré que si on a adressé correctement la cartographie de ces risques, qu'on a défini un certain nombre de scénarios redoutés auxquels on peut être exposé, et ces scénarios, on les fait passer à la moulinette du programme d'assurance existant, parce qu'il y a des choses, pour certains risques industriels, qui sont déjà garantis dans les programmes existants. Et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout. Étant entendu que quand on parle de cyber au départ, et surtout pour les Américains qui ont lancé la mode, on parle data privacy breach. Data privacy breach, numéro 2 pour les Américains en Californie, c'est le sommet de l'iceberg. C'est le sommet de l'iceberg. Pour les industriels, ça ne représente pas grand-chose, d'ailleurs, à part les données des employés. Donc il y a tout un sujet, je ne vais pas parler, vendre le savoir-faire de CSI, mais on a développé une cartographie assurantielle qui doit matcher avec la cartographie de risque des clients, et cette méthode, elle intègre effectivement le gap analysis de l'ensemble des programmes d'assurance pour ensuite dire je transfère le risque résiduel non garanti vers une solution qui n'est plus un produit, mais une réponse d'un assureur ou d'un pool d'assureurs. D'accord. Alors ça vient la troisième question qui fait un peu la suite de ce que vous venez de dire, faire connaître l'offre d'assurance cyber, donc comment mieux la faire connaître, comment éduquer aussi le marché. Il
il y a une proposition qui est faite, une sous-proposition qui est faite dans cette recommandation, c'est on parle de comparateur de solutions d'assurance. Est-ce que selon vous, c'est une solution? Alain, Michael, François? Les furets.com de la cyberassurance. Voilà. Ou de Marc Google, je ne sais pas qui. Oui. On ne veut pas les citer. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. Par contre, faire connaître l'offre d'assurance cyber, je pense que c'est un vrai sujet pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien les choses, ces sujets-là sont portés souvent par moi, c'est-à-dire qui sont soit RSSI, soit Risk Manager IT, rarement par les gens qui s'occupent d'assurance. Parce que les gens qui s'occupent d'assurance n'ont pas nécessairement acquis, j'ai plusieurs exemples en tête que je ne citerai pas, mais n'ont pas nécessairement acquis cette compétence. Quand vous dites cyberassurance à quelqu'un qui gère de l'assurance à la papa avec une responsabilité civile depuis 30 ans qui renouvelle les mêmes contrats, quand vous lui dites cyberassurance, il y a au moins un mot qu'il ne comprend pas. Donc, je pense qu'il y a un peu comme le GDPR qui oblige, je dirais, le CIL ou le futur DPO à coopérer avec le Risk Manager IT ou le RSSI. De la même manière, il y a une coopération qui doit se mettre en place entre les gens, les sachants, parce qu'aujourd'hui les sachants sur ces sujets-là, ils sont plutôt du côté de l'IT et du risque, du management de risque IT ou SSI, plutôt que du côté assurance. Et cette coopération, à mon avis, c'est là, parce que voilà, un RSSI ne signera jamais un contrat de cyberassurance pour le compte de sa boîte. C'est pas son boulot, c'est pas son domaine de compétence. Or, un responsable d'assurance, j'en connais plein aujourd'hui qui ne sont pas prêts du tout à signer un contrat parce qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Alors, on va passer la parole à François Beau qui représente la Bralée. Moi, je représente les risk managers, les responsables risques et assurance des entreprises. Mais on est entièrement d'accord, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul, dans quelques chapelles qu'on se trouve au sein de l'entreprise. Il faut être plusieurs. Il faut être le risk manager, l'acheteur d'assurance, qui n'a pas ce rôle de risk manager, le RSSI ou les gens en charge de la sécurité informatique. Il faut aussi probablement les gens du digital, parce qu'il y a le volet de transformation, on se projette dans l'avenir, on se digitalise, ça va avoir un sacré impact sur les risques. Donc il y a le digital, stratégie, ces gens-là, et probablement aussi des gens des ressources humaines, parce qu'il y a un fort volet RH dans ce risque-là. Donc à minima, ces différentes personnes-là doivent être représentées dans une sorte de comité de gouvernance du risque cyber qui va analyser le risque, faire émerger les expositions. Après, le risk manager ou la personne en charge d'assurance va faire le gap analysis qu'évoquait Michael tout à l'heure avec le courtier. Il pourra choisir un courtier aussi. Et du coup, sur cette base-là, on pourra définir en creux qu'est-ce qu'il va avoir besoin d'avoir comme garantie d'assurance. Est-ce qu'on va aussi besoin d'avoir au sein de cette garantie d'assurance des services de réaction, d'assistance à la gestion de crise, si oui, comment, sous quelle forme, etc., en fonction de l'entreprise. Donc ça, c'est forcément une co-construction. Je ne vois pas comment on peut le faire tout seul. Alors justement, on va continuer sur les questions, sur les recommandations dans la co-construction. Quatrième recommandation que je vous propose, et Laurent, tu vas prendre le micro, favoriser des offres technico-assurantielles. Alors ça a été évoqué, 2 offres ont été évoquées tout à l'heure. Il en existe de plus en plus, je crois, aujourd'hui, où les assureurs et les spécialistes techniques, au sens large du terme, se développent. Peut-être quelques mots sur comment on peut favoriser l'émergence, notamment pour les PME et les ETI qui n'ont pas des armées de spécialistes chez eux. Il y a 2 éléments de réponse. Le premier élément, c'est effectivement les accords qu'on peut avoir avec des assureurs sur lesquels on a déjà commencé à travailler un certain temps. Ça va commencer à aboutir, en tout cas en Europe, c'est déjà le cas aux États-Unis, où en gros le principe, c'est de dire avec tel produit on va vendre de l'assurance, ou avec tel contrat on va vendre tel produit. Et du coup, on va avoir, le client va bénéficier d'un rabais à la fois au niveau de la prime et à la fois au niveau du produit. Parce que typiquement, quand il s'agit de systémique, là on est sur du ransomware en ce moment, on sait que l'assureur va imaginer raisonnablement que si tous ses clients sont
protégé par un outil de qualité. Le risque, voilà, le risque global va être... Faut pas tenir en garde. Tu crois? C'est ça? Bon, alors, on va faire attention. C'est moi qui fais des bêtises. Donc voilà, l'idée c'est ça c'est le premier élément. Donc ça va être en amont, c'est-à-dire que tout ce qui va permettre de limiter le risque en amont, évidemment, va quelque part rassurer l'assureur quant à sa capacité évidemment à payer. Derrière, il y a tout ce qui va être post-cybersinistre, c'est-à-dire tout ce qui va être réponse sur incident, où là également, on est capable de proposer de travailler avec les assureurs pour être capable d'offrir au client final le cyberpompier qui va venir éteindre le feu. Mais il y a juste un deuxième élément sur lequel je voudrais juste dire deux mots, et c'est pour rebondir sur ce que disait Ali tout à l'heure très justement. J'ai cimenté qu'on travaille aussi, on a une business unit qui travaille aussi spécifiquement pour les cyberassureurs et le monde de l'assurance en général. C'est-à-dire aujourd'hui, on a déjà deux produits, un qui sort là, qui est déjà sorti, qui est un produit de cyber cat modeling. Donc en gros, on est capable de proposer aux assureurs et aux réassureurs un outil qui leur permet d'avoir une idée sur le niveau de sinistre potentiel en cas de montée de la scène de 10 mètres, et également un outil pour aider les souscripteurs qui ne sont pas des gens compétents en cybersécurité, d'avoir un outil qui leur permet, de manière avec d'énormes tonnes d'informations qu'on a injectées dans le bazar, qui va permettre aux souscripteurs d'être plus informés par rapport au niveau de risque qu'il va prendre en signant le contrat. Donc il y a effectivement pas mal de liens de connexion possibles. Vous rassurez l'assureur et les réassureurs. C'est un peu ça le principe. On a compris qu'il fallait être rassuré. C'est un peu ça. Merci. Peut-être Gérard Godin, une réaction sur, parce que vous n'avez pas encore pris la parole, sur les offres technico-assurantielles. Je ne sais pas, je suis un peu en marge on va dire, de la cyberassurance. On est sur les thèmes de la détection des incidents. Donc le Club RDGS, c'est une organisation, une association présente en France et en Europe. On a un réseau complet et on est sur tous les thèmes SOC, CERT, tous ces sujets de plus en plus actuels qui sont détection et réponse aux incidents. Et on a donc il y a quelque chose sur lequel on se concentre, c'est de passer d'une vision qualitative de la cybersécurité à une vision quantitative. Pour ça, on a développé tout un tas d'indicateurs. Donc, je crois qu'il y a des questions après qui vont être tout à fait appropriées. Donc, je vais passer mon tour là-dessus. Vous passez votre tour. Alors, on va, Alexis, on continue parce que c'est vrai que leur tour, mais je pense que après, on aura peut-être pas mal de questions. Je voudrais qu'on voit la question suivante. Sanctionner les produits ou les logiciels mal développés. On a cité tout à l'heure, je crois que c'est François qui a cité l'exemple des caméras qui avaient été piratées, qui ont provoqué des attaques DDoS assez importantes. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'il faut sanctionner les fabricants? Qui est responsable d'ailleurs? Parce que c'est vrai que le fabricant est peut-être responsable, mais après, il y a la mise aussi, il y a le circuit de sécurité, j'ai envie de dire la chaîne. Qui est responsable de ce cas-là et est-ce qu'il faut sanctionner? C'est un vaste sujet. Vous pouvez acheter des produits de plus ou moins bonne qualité et vous pouvez décider parfois d'acheter volontairement quelque chose de mauvaise qualité. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à la sanction de produits mal développés, c'est très compliqué de qualifier ça. Par contre, il y a une responsabilité aujourd'hui, je pense, des pouvoirs publics que d'imposer des niveaux de sécurité minimum sur certains équipements. Tout comme on a fait plusieurs allusions à l'automobile. Aujourd'hui, il y a des véhicules, vous n'avez pas le droit de les mettre sur le marché, ils n'ont pas le droit de rentrer par exemple sur le territoire européen parce qu'ils ne respectent pas certaines normes de sécurité, ils mettent en danger les populations. On a parlé d'IoT tout à l'heure, de l'Internet des objets, des caméras connectées, etc. Aujourd'hui, effectivement, quand vous importez certaines technologies chinoises, pas les nommer, mais qui viennent massivement de Chine, sur lesquelles vous ne pouvez pas mettre à jour les systèmes d'exploitation, vous ne pouvez pas changer les mots de passe, vous pouvez rien faire, une fois que vous les avez déployés, vous avez déployé un réseau de zombies massifs ou autres, etc. Donc la vraie question, je pense qu'elle est en train d'être prise en charge par le pouvoir public, c'est d'imposer des niveaux de sécurité minimum. On parlait du règlement sur la protection des données personnelles au niveau européen. L'idée sous-jacente derrière, c'est pas juste de protéger les données des personnes, c'est vraiment de dire, si on veut développer l'économie digitale, le numérique en Europe, il faut donner confiance aux utilisateurs dans les technologies, les services qu'ils vont utiliser, et donc on monte le niveau d'exigence en termes réglementaires sur la protection des données personnelles. On a la même chose avec la directive NIS qui va rentrer en application, ou la programmation militaire en France.
le but, c'est pas juste d'imposer des réglementations, c'est faire prendre conscience aux offreurs qu'il faut qu'ils augmentent un petit peu leur niveau de sécurité, drastiquement leur niveau de sécurité face au niveau de menace. Et aujourd'hui, on a ce mouvement-là au niveau européen qui se met en place. Alors là, je prends une casquette European Cyber Security Organization, une organisation qui était au niveau européen, qui a signé un partenariat public-privé avec la Commission européenne pour justement travailler sur des politiques industrielles de cybersécurité. Et on est en train de développer des niveaux standardisés au niveau européen de standards de sécurité, un peu sur le modèle des labels que vous avez pour vos réfrigérateurs A+, c'est le super économique en économie d'énergie très efficace, et le niveau C, c'est celui qui consomme énormément. On va avoir des niveaux équivalents avec, on va avoir un consensus européen dessus, mais l'idée, c'est de dire, pour pouvoir rentrer sur le marché, vous aurez peut-être besoin d'un niveau F. Les gens achèteront en connaissance de cause un niveau F, mais il y aura déjà un niveau de mesure, des exigences minimales, etc. Et puis vous pourrez aller acheter du niveau A+, qui est le niveau tamponné par l'État pour faire transiter des données confidentielles défense ou autres. Et cette manière-là, de mettre en place des standards, des niveaux de certification avec des exigences, et ensuite de les imposer éventuellement dans les appels d'offres, dans la réglementation pour l'import, ça c'est quelque chose qui pourrait fonctionner, mais qui va être relativement long. Merci. Alain, tu voulais réagir? Moi j'avais juste une réaction de citoyen, c'est que vous ne pouvez pas aller aujourd'hui, c'est pas le problème de sanctionner les produits, il ne faut pas les vendre. Quand vous allez chez Darty aujourd'hui et que vous achetez le moins de sèche-cheveux à premier prix, je m'en sers encore, à 15 €, il vient de Chine aussi, comme la caméra. Mais il ne peut pas être vendu le sèche-cheveux s'il n'a pas le label NF ou je ne sais pas quoi. Voilà, il faut faire la même chose avec les produits, les objets connectés, et inventer un label NF pour le niveau de sécurité embarquée. Ça ne viendra jamais à l'idée de personne de vendre une voiture si elle n'a pas toutes les garanties, une voiture autonome, si elle n'a pas toutes les garanties de sécurité. Pourquoi on laisserait le choix à des consommateurs d'acheter des trucs tout moisis en matière de sécurité? Alors ce serait en fonction de quoi? Du risque que ça représente pour la vie humaine. Je trouve que c'est un peu timoré comme position. Merci, Gérard. Oui, j'ai une position un peu contrastée. L'évaluation des produits de sécurité, c'est un sujet qui reste très difficile. Les critères communs existent, on a des moyens et des outils pour évaluer, mais ça coûte très cher. Ça concerne qu'une petite partie des produits de sécurité. Et même avec ces critères communs et ces moyens coûteux, on a du mal à évaluer l'efficacité réelle de ces produits. Alors là, on parle bien d'efficacité réelle. Donc moi, je suis un petit peu sceptique sur la capacité assez rapidement de dire ça, c'est un bon produit, ça, c'est un sur mauvais 50 milliards d'objets connectés, ça ne va pas être simple. Mais bon. Ne parlons pas de l'IoT. Alors allez-y, mais ensuite on passe à la question suivante si on veut. Allez-y. Il y a quand même quelque chose qui parle et qui dit une vérité à un moment ou à un autre, c'est le marché. Le jour où effectivement vous avez une class action sur une problématique de produit qui n'a pas fonctionné, le marché vous répond tout de suite et les clients en premier, on ne vous fait plus confiance. Vous n'êtes plus le tiers de confiance. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, il me semble qu'il y a déjà des sanctions prévues, notamment en organisant, GDPR organise la co-responsabilité du responsable du traitement et de ses sous-traitants. Le jour où les premières sanctions vont tomber en co-responsabilité sur un incident de sécurité mal anticipé et mal géré, compris par un sous-traitant, je crois effectivement qu'il y a un peu d'assainissement du marché qui pourra exister. Donc on fait une table ronde dans 2 ou 3 ans, comme ça on tire les leçons du GDPR. Je continue sur la question suivante, vous pouvez garder le micro si vous voulez. Une réponse courte de chacun, parce que je sais que c'est un sujet un peu polémique. Rendre obligatoire les assurances cyber. Cette mesure est-elle possible, souhaitable? Allez-y. Pas d'avis particulier. Oui, absolument. Je pense qu'on va y venir de toute façon. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose. On sait que déjà au niveau britannique, c'est vrai qu'ils sont assez. Enfin, François-Xavier en parlait tout à l'heure, ils sont assez volontaires sur le sujet. Il y a des bruits de couloir, en tout cas en Angleterre, on risque de voir arriver des choses comme ça. Pour ici, je ne sais pas. Je pense que ça serait une bonne chose, il me semble. Un minima en tout cas. Allez-y, Alain. Juste, je pense que c'est inéluctable. Il y a des assurances
assurances qui... Il y a des... faut des cours. Il y a des assurances... J'ai l'habitude de parler en public, c'est pour ça. Non, il y a des assurances qui n'étaient absolument pas obligatoires au siècle dernier. Je pense aux immeubles. J'avais participé moi, à un rallye dans une petite ville de province où il fallait chercher les plaques d'assurance sur les immeubles. Et il y a des plaques d'assurance sur les immeubles qui indiquaient que l'immeuble était assuré, ce qui rassurait les locataires futurs et qui venaient dans un immeuble assuré. Parce que l'assurance n'était pas obligatoire à l'époque. Bon, ça viendra à l'idée de personne aujourd'hui de ne pas assurer un immeuble et de ne pas assurer un appartement à part éventuellement des squatteurs. Donc je pense qu'effectivement... Hein? Ah non. Non. C'est justement ça. Ah non. C'est le marché. Ah, j'ai appris quelque chose ce soir. Et la voiture, c'est pareil? Et alors, il n'y a que la voiture, parce qu'il y a une loi qui vient instituer. Bon, enfin, tout ça pour dire que ça va devenir, à mon avis, indispensable. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, le marché va le demander. Si nous, quand on fait un appel d'offres, on va demander des attestations cyber, et si, par ailleurs, nos clients qui, GDPR oblige, vont nous demander des comptes sur la manière dont on protège leurs données, il y a bien un moment donné où le cyber-risque va rentrer dans la grande famille des risques, c'est-à-dire celui qu'on assure parce qu'on ne veut pas l'accepter. Alors, Mickaël, répondez, et moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on a... Alors, on juge peut-être aujourd'hui des capacités de... Est-ce que le marché a des capacités pour suivre? Ça enrichit ma réponse. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer rendre obligatoire l'assurance parce que les assureurs ne pourront pas suivre. Assurer 100% du risque aujourd'hui, ça ne serait pas possible. À la fois pour des raisons de capitaux, même s'il y a un certain nombre de capitaux disponibles, mais aujourd'hui, le problème, c'est la réassurance. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais c'est est-ce que je peux effectivement me réassurer? Est-ce que les réassureurs se sont organisés non pas avec un pool organisé par l'État, mais plutôt avec les marchés financiers? Voilà. Et en premier lieu, les hedge funds. Et or aujourd'hui, les hedge funds, ils ont une maturité sur le risque assurantiel et réassurantiel à très court terme. Donc ça rend très volatile la possibilité effectivement de se réassurer à un coût stable. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails financiers du sujet, mais aujourd'hui, obligé, ça rendrait compliqué la mutualisation plutôt que de la facilité. Et il y a un deuxième sujet sur l'assurance obligatoire, c'est qu'il y a un creux de marché. Quand on fait de l'assurance obligatoire, on nivelle toujours le produit vers le bas, justement pour permettre cette mutualisation, pour ne pas garantir tous les risques. Parce que si on garantit tous les risques, qui en plus pourraient être systémiques, on tue le marché dans l'œuf. Donc au démarrage, quand on a un marché obligatoire qui se crée, pour les professions réglementées bancaires, quelquefois, il y a des intermédiaires, des assurances obligatoires, elles ont toutes été nivelées vers le bas. Alors, moi j'ai une question complètement de novice, je ne suis ni assureur, je ne connais rien au sujet, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut rendre une assurance cyber obligatoire alors qu'on n'a pas suffisamment de données, alors qu'on n'a pas suffisamment analysé toutes les conséquences? Est-ce qu'aujourd'hui les assureurs, hormis la question de la capacité qui est bien sûr primordiale, pourraient être en mesure de répondre? Techniquement parlant. Je pense que non. En tout cas, pas en assurant tous les risques sur tous les profils de risque. Donc ça sera nivelé vers le bas et on assurera peut-être le data privacy breach pour tout le monde, parce que c'est un risque qui est assez commun à toutes les industries. En revanche, tout le reste, non. Tout le reste, non. François, les économie mondialisée, si on est les seuls à faire ça, in fine, ça va nous porter plus préjudice qu'autre chose. C'est peut-être, on peut penser que c'est vertueux comme démarche, mais au final, ça ne va pas résoudre le point qu'on vise à résoudre, et ça va nous causer un certain nombre de problèmes. Les Anglais sont en train de se cavaler seuls. Les Anglais, ils ne rendent pas l'assurance cyber obligatoire. Ce que les Anglais ont fait, ils ont le régulateur, je parle sous le contrôle de Mickaël, parce que moi je suis client, donc je suis pas un peu plus distancié, mais le régulateur anglais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux assureurs anglo-saxons, vous sortez les couvertures cyber de vos garanties traditionnelles, RC, dommages, etc. Je ne veux plus rien connoter de cyber là-dedans. Vous prenez tout ça et vous le mettez dans une garantie par cyber. Parce que je veux pouvoir mesurer, moi, le régulateur, votre cumul de risques et savoir si vous avez la solvabilité nécessaire pour faire face à une réalisation de la cyber. C'est peut-être aujourd'hui je peux pas le savoir, je peux pas le modéliser. Donc j'ai un doute sur votre solvabilité, votre capacité à assumer votre rôle d'assureur montant, qui est d'encaisser une prime maintenant pour payer demain un hypothétique sinistre au plein de ma garantie. J'encaisse 100 de prime
je peux payer 10 millions j'encaisse 100 € de prime, je peux payer 1 million d'euros de sinistre. Est-ce que j'ai les moyens de payer sur 1 million d'euros de sinistre? Si j'ai encaissé 100 auprès de plein d'assurés, je vais payer 1 million plus 1 million plus 1 million. C'est ça qu'il veut voir le régulateur anglo-saxon. Il n'a pas du tout rendu l'assurance obligatoire. Donc, il entame ce mouvement-là pour enlever ce qu'on appelle les silent covers, des garanties qui sont noyées un peu dans la masse des garanties des couvertures d'assurance qu'on achète et qui couvrent du risque cyber. Voilà. Il veut des couvertures déclaratives, formelles, dans un contrat à part, avec un prix. D'accord. Alexis, peut-être sur le... Juste un petit point par rapport à cette assurance cyber obligatoire. Moi, je pense que ce qu'on a un peu oublié quand on parle aussi, ce que j'appellerais parfois de vente liée assurance plus produit technologique ou l'assurance cyber obligatoire, c'est que l'assurance cyber, elle doit faire partie d'une démarche de gestion de risque qui est mature et raisonnée. Et donc, on traite ces risques, on diminue son exposition au risque en phase amont en utilisant des technologies, on se dote de capacités de détection et de réaction à des attaques pour minimiser l'impact d'un risque, et à la fin, le risque résiduel il est transféré à l'assurance. Donc l'assurance obligatoire, elle déresponsabilise finalement les directions générales des entreprises avec le risque de voir diminuer les investissements qui sont faits en matière de cybersécurité, etc., et la maturité des entreprises. Là, ce que j'appelle la vente liée, entre guillemets, d'assurance cyber attachée à une technologie, ça peut amener un risque fort dans des PME, des ETI ou des sociétés qui ont peu de moyens en termes de sécurité informatique. Que se dire, je suis couvert, et après derrière l'assurance, il y a l'assurance qui vous aide, entre guillemets, qui vous envoie des forces d'intervention rapides, un risque OSM, et puis il y a celle qui indemnise le sinistre en vous disant ça a coûté combien, voilà l'argent. Et tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte dans sa démarche d'assurance. Et donc, pour moi, tous les éléments qui ont tendance à automatiser, entre guillemets, la souscription d'assurance, en l'associant à un produit, en l'associant à une obligation réglementaire, c'est un danger pour la gestion de risque de l'entreprise et il faut faire très attention. Je vais citer juste un exemple industriel. L'assurance du sous-traitant. Aujourd'hui, tous les... Alors, je ne peux pas parler uniquement des OIV, mais on va dire que tous les opérateurs d'importance vitale, voilà, qui ont une obligation de gérer le risque de cybersécurité sur l'ensemble de leur supply chain à un niveau N, à un niveau -3, je crois, de mémoire, minimum. Sur ce sujet-là, certaines OIV ont déjà imposé, dans les contrats, des clauses de responsabilité sur ces sujets-là importants, des clauses d'assurance. Et en les imposant, ils vont chercher sur le marché la solution. Ils vont dire à nos sous-traitants, on vous l'a imposé, mais ne vous inquiétez pas, on a trouvé la solution, on vous fait un produit affinitaire. Donc il faut aussi une éducation du marché. Voilà. Donc c'est par branche, c'est par secteur industriel, toutes les branches ne sont pas concernées. Aujourd'hui, il y a un secteur qui est concerné, enfin, en tout cas un qui est réfléchi encore, c'est l'automobile, et un premier qui est déjà très bien équipé, c'est l'aéro. Et je pense que comme les OIV sont dans tous les secteurs d'activité, ça va irriguer aussi partout. Peu à peu. Une autre question, peut-être aussi un petit peu polémique, mettre en place un fonds pour les grandes catastrophes cyber. On a un fonds pour les catastrophes naturelles en France, pour le risque terroriste, on a évoqué. Est-ce que, à l'instar de ces garanties de l'État, est-ce qu'il faut mettre en place un fonds pour les risques cyber? C'est un peu une réponse équivalente à celle qu'a fait Michael tout à l'heure. Aujourd'hui, dans l'état de nos capacités de modélisation de ce risque-là, comment on va dimensionner ce fonds? À partir de quel moment, quelles vont être les règles de fonctionnement? C'est pas viable économiquement aujourd'hui une démarche comme ça. Et quelque part, peut-être demain, avec plus d'expérience, pourquoi pas, mais les fonds sur la catastrophe naturelle ou les fonds de garantie automobiles qui sont sur de la construction, des pôles de construction, il y a également des fonds, c'est pour viser le défaut d'assurance et puis effectivement des cumuls de risques qui se réalisent un peu partout en même temps, et sur la base d'historique et donc une tarification adaptée qu'on voit périodiquement. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'à court terme ce soit une solution envisageable. Une autre action sur ce point? Au rythme où on vit les crises WannaCry, c'est qu'on est en train de découvrir cet après-midi, je pense qu'effectivement, j'ai bien aimé la comparaison tout à l'heure, parce que j'avais souvent la manie de comparer les attaques par des catastrophes naturelles. En fait, non, j'avais faux. J'avais tout faux, parce que la catastrophe naturelle, par définition, elle est localisée, enfin, même si parfois c'est une zone. Là, on voit bien que, je lisais
un article, apparemment la centrale le système de contrôle de la centrale de Tchernobyl est touché par l'attaque. Bon, je pense que ça va donner, mais ça va être effectivement des attaques qui vont avoir des répercussions dans le monde entier. Donc je pense que là, l'instrument de mesure, on va très vite l'avoir. Alors, vas-y, non. L'instrument de mesure, il devra faire plus de 40 milliards d'euros pour faire bouger l'assurance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le marché de l'assurance, il peut supporter jusqu'à 50 milliards sans bouger. Merci pour cette précision. Laurent ? Rapidement, c'est exactement ce qu'on fait depuis maintenant 3 ans, c'est-à-dire que l'idée, c'est toute cette masse d'informations qu'on a sur les attaques cyber. La question qu'on s'était posée, c'est comment on peut en faire bénéficier les assureurs, comment on va faire que cette masse d'informations qui va d'habitude vers les SOC, vers les CERT, vers les spécialistes de la sécurité, comment on fait pour que ça puisse être utilisé par des actuaires, comment on fait pour que ça puisse être utilisé par des souscripteurs et aussi par tout ce qui est réassureur, donc tout l'aspect catastrophique de ligne. On n'a pas encore la solution, mais évidemment, on travaille, on a des partenariats avec des assureurs, des réassureurs, avec des courtiers, et on commence à un petit peu débrouiller tout ça, parce que finalement, à un moment donné, le cyber, c'est plus le péril, et on a déjà les réponses, c'est-à-dire que l'aéroport qui est coupé, ça peut être une tempête de neige, donc là, il y a déjà des chiffres qui sont là-dessus. Donc on a aujourd'hui identifié, nous, je crois qu'on est à 96 scénarios spécifiques. Alors on n'a pas tout couvert, mais qu'est-ce qui se passe si Amazon s'arrête 1 heure, 3 jours, 1 semaine? Voilà. Ça, c'est des choses qu'on est capable de chiffrer. Aujourd'hui, tout ce qu'on vit, tous ces ransomware, par exemple, on ne parlait que d'eux, et ils n'attaquent pas le marché de l'assurance, parce qu'il y a très peu de gens qui sont assurés. Donc, WannaCry, il y a quelques semaines, au final, ça a dû générer sur l'Europe une 30aine, une 50aine de dossiers sinistres, grand max. Et ils ont uniquement en forensique, zéro en perte. Parce que donc les ressources mobilisées en interne d'entreprise, tout n'est pas présenté, les éventuels rançons qui seraient payés ne sont pas présentés, etc. C'est uniquement des capacités d'aide à la gestion de crise et d'investigation. Donc il faut déjà avoir une cyberassurance, et quand on l'a, jusqu'à aujourd'hui, on fait souvent appel à la cyberassurance que pour ça. Donc, on est loin d'avoir épuisé les capacités du marché. D'accord. Alors, dernière question, et là peut-être Gérard, vous allez pouvoir répondre. Faire émerger un standard commun pour les questionnaires des assureurs et les ratings, les agences de notation. Oui, alors ça pose donc évidemment la question de quel est le niveau de sécurité réelle d'une entreprise, parce qu'on voit bien que c'est un point absolument fondamental. C'est pas parce qu'on est conforme à des grands référentiels qu'on est très bon en sécurité. Là, bon, il y a une certaine corrélation, bien sûr, mais donc comment mesurer le niveau réel? Donc nous, on a le réseau européen d'associations JANIM, on a créé à l'ETSI, donc le TSI, c'est un des 2 grands organismes de standardisation européens, un standard qui s'appelle Information Security Indicators. Donc on a développé tout un tas de standards autour de la détection, mais ce qui est important, on a une liste de 98 indicateurs qui nous permettent, donc sur les incidents, les vulnérabilités, les non-conformités, suffisamment génériques pour permettre à des entreprises de se benchmarker, par exemple, les unes par rapport aux autres. Basé sur l'ensemble de ces indicateurs, j'ai créé un panel international, c'est les États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, qui nous permettent d'avoir des chiffres statistiques, et en faisant des moyennes, on sait à peu près ce que les meilleurs font, et donc on peut se comparer. Donc ça, c'est un vrai progrès. Donc un certain nombre d'entreprises en France et en Europe utilisent ces chiffres et ces indicateurs. Bon, ces indicateurs sont recommandés aujourd'hui dans les référentiels issus de l'ANSSI, notamment on va les voir apparaître de plus en plus autour de la NIS Directive, dont on a parlé. Donc c'est une base très solide, qui est une réponse possible, il y en a d'autres, mais pour avoir vraiment une idée sur le niveau d'efficacité des mesures de sécurité et sur le niveau réel de l'entreprise en termes de sécurité. Mais une réponse commune, européenne. Voilà, une réponse standardisée, voilà, absolument. Merci. Laurent, tu veux... Je voulais juste revenir sur la notion de questionnaire, parce qu'on a fait quelque chose aux États-Unis, on a compilé tous les questionnaires pré-contrat qu'on a pu trouver chez les assureurs, et on a présenté, on a résumé un peu tout ça en prenant les questions, on va dire, les plus symptomatiques,
Et on a présenté ces questions à un panel de RSSI qui a jugé que 90% des questions posées lors de la souscription étaient inutiles. Donc là, il y a un petit travail à faire aussi. Donc il faut aller demander au RSSI quelles sont les questions qui peuvent être utiles en termes pour juger le niveau de sécurité lors du questionnaire, parce que là, visiblement, sans être on est à côté. intrusif. Exactement. Parce que c'est amusant, ça va un peu dans ce sens-là. Nous, on a travaillé avec plusieurs courtiers, on a un partenariat avec Marche sur ce sujet-là. Donc, on a échangé sur ce point des questionnaires d'assurance. Et les questions sont, pour donner une idée au RSSI, est-ce que vous avez déjà fait un test d'intrusion? Est-ce que vous avez nommé un RSSI? Des choses qui sont au niveau de maturité assez basiques. Et surtout, nous, quand on est revenu vers le courtier en disant est-ce qu'il faut faire un questionnaire un peu plus poussé, il a déjà ce questionnaire, on l'a compilé des différents assureurs, on en envoie un unique et ça suffit. Mais surtout, comme le marché surcapacitaire, comme vous le disiez, en fait, les questions a priori ne sont pas regardées par l'assureur. Ce qu'il veut, c'est bon. C'est l'impression que ça donne de l'extérieur. Allez, la parole à la défense et après on passe aux questions de la salle. Alors là, je prends ma casquette d'assureur et pas de courtier. En tant que courtier, bien évidemment, on aide à la simplification du process de souscription. Et on se passe du questionnaire pour deux raisons. D'abord, c'est une vision qui se veut normalement exhaustive dans le questionnaire. Or, il se trompe d'entrée de jeu parce qu'on n'a pas aujourd'hui d'infrastructure pour des groupes mondiaux qui soit effectivement une infrastructure unique, sur laquelle on peut donner des réponses uniques. Donc déjà, partant d'un questionnaire, ça ne va pas. Il faudrait effectivement faire un questionnaire par infra. Voilà, ça c'est bon. Même si on a un cœur réseau commun, il est rare que tous les sites d'exploitation ou de production à travers le monde soient des sites effectivement interconnectés aujourd'hui. Premier point, en tout cas, géré par un seul et unique infra. Le deuxième sujet, c'est qu'en fait, tout se fait dans une visite de souscription en présence du RSSI, du DSI, du risque manager, du DRH, de la direction financière, qui aide à la quantification du risque et qui accessoirement paye mon note. Donc, le vrai sujet, c'est plutôt de se dire comment j'adresse le vrai risque de cette organisation lors d'une visite de risque. Et les assureurs ont trouvé une seule et bonne réponse, c'est de faire appel à des consultants sachants. Ce n'est pas le souscripteur assureur qui adresse le risque aujourd'hui qu'il souscrit. C'est Wavestone, c'est Thales, c'est Atos, c'est Orange Business Services qui vient de changer de nom, Airbus, etc. Ce sont ces gens-là qui travaillent pour les compagnies d'assurance et vous-même qui travaillez pour les compagnies d'assurance, mais certainement pas les souscripteurs qui adressent le risque. Voilà. Donc, c'est la réunion de souscription avec ces gens-là, et à la fin de la réunion, on n'a pas posé des questions générales, on a posé des questions sur le business, les métiers, et le risque, et la gouvernance de cette organisation épanouie. Mais ça ne marchera pas pour les PME. Non, c'est pour ça qu'on a besoin de solutions comme la vôtre. Sur les PME, PMI, c'est peut-être le seul sujet il faut un produit standard, pas cher, qui permet de gérer le premier risque avec le financement du forensique et de l'intervention. Le vrai sujet, il est là. Le vrai sujet, il est là. Alors, on va peut-être passer, on va voir s'il y a des questions dans la salle, parce que c'est vrai qu'il y a déjà 8h30. Donc, il y a une question là-bas. Donc, je suis assureur, je suis un peu là par hasard parce que mon collègue RSSI devait venir, il n'a pas pu venir, je travaille chez Alliance, donc je suis responsable du domaine cyber, mais côté offre. Et j'avais pas leur action à voir, mais la principale en fait c'est concernant le tout début et la présentation de ces messieurs. Je crois qu'on n'a pas beaucoup avancé depuis le slide que vous avez montré sur la définition du risque cyber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait quand même ce que c'est qu'un risque cyber, c'est une attaque immatérielle aux données. C'est pour ça que ça s'appelle cyber d'ailleurs, parce qu'on prend le contrôle sur des données, cyber, contrôle en grec. Donc ça, on le sait aujourd'hui. Donc on a les risques cyber qui sont des risques immatériels aux données, qui sont pour la plupart, intentionnels, mais il peut y avoir effectivement à la marge des attaques cyber par erreur, mais essentiellement c'est des attaques immatérielles. Et après on a, pour faire simple, une deuxième grande catégorie d'événements cyber, sont les dommages cyberphysiques, qui posent des problèmes complètement différents, c'est une origine cyber et un dommage physique. Il se trouve qu'il y en a très peu aujourd'hui, on en constate très peu. Ils posent de redoutables problèmes
d'assurabilité dans le contrat classique. Une épidémie d'incendie d'origine cyber, c'est la mort de l'industrie de l'assurance et de la réassurance. Donc les réassureurs, aujourd'hui, se méfient énormément de ça. Je dirais que quelque part, le risque cyber immatériel, c'est un peu la rigolade par rapport au risque cyberphysique qui pourrait survenir si jamais il y avait une réalité des attaques cyberphysiques. Aujourd'hui, on a très très peu de cas. Les cas sont très rares, on est gourmand dès qu'il y en a un, et en fait, souvent, ça n'en est pas. On parle de centrales bloquées, etc. Vous avez cité le cas effectivement de Tchernobyl, mais on espère qu'il ne se passe rien, mais on a très très peu de cas. Alors, il y a des cas entendus. Voilà, donc je venais vers vous, messieurs, pour dire effectivement aujourd'hui, en tout cas, moi j'en ai construit un, il y a des modèles compréhensifs des événements cyber qui sont beaucoup plus développés que ceux qui figurent dans le livre blanc. Et la deuxième petite remarque, c'est sur l'assurance obligatoire. C'est un peu une tarte à la crème, mais juste une remarque, c'est de dire qu'en France, il y en a plein, mais elle concerne quasiment toute la responsabilité civile. Donc si jamais il y avait une assurance obligatoire, elle serait sans doute plutôt en responsabilité civile. Et il faut savoir que la problématique de la responsabilité civile en cyber est déjà aujourd'hui finalement plus mûre. Aujourd'hui, toutes les SS2I, en gros, je me tourne vers mes collègues, mais pour une SS2I, c'est très facile de trouver 100, 200 000 euros, jusqu'à 500 000 euros de garantie RC Cyber. Voilà, donc si un jour il y a une assurance obligatoire, ce sera sans doute les SS2I et ça ne posera pas vraiment de problème. Rendre obligatoire une assurance dommage, en fait, ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit sur les conséquences physiques d'une attaque cyber? Alain, sans que tu veux dire. C'est peut-être en écho à ce que je disais tout à l'heure, si on peut une mutualisation du risque cyber, on ne le fera pas sur les risques industriels. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement le data privacy breach et l'atteinte de données personnelles qui est facilement adressable, encore une fois par les assureurs, mais qui peuvent maîtriser ça assez rapidement, avec le soutien aussi bien évidemment d'acteurs comme Symantec qui vont permettre de constituer des bases de données mondiales sur les incidents, etc. Mais le risque industriel aujourd'hui, ça dépend de l'évolution de la digitalisation logistique et de production. Or, même si les systèmes SCADA, ICS, qui sont des systèmes qui contrôlent simplement les chaînes de production, sont des systèmes qui sont poreux, friables, attaquables facilement, quand ils sont connectés, parce qu'après c'est l'insider, mais quand ils sont connectés, effectivement, ils sont facilement attaquables, mais c'est loin d'être le cas sur toutes les industries aujourd'hui, et de l'industrie digitale, à part certaines industries très spécialisées, c'est à horizon de 5 ans minimum. Donc on va voir cette maturité arriver. D'ici 5 ans, sur le risque industriel, on va se dire la moitié de ma chaîne de production aujourd'hui, elle est gérée à distance par des robots et des algorithmes. Et à partir de ce moment-là, oui, le vrai risque sur la chaîne de production, comme le risque nucléaire, comme le risque des télécoms, comme le risque de l'énergie, etc., etc., etc. Ça, ce sont des vrais risques. Et là, c'est des risques systémiques lourds, difficilement adressables par... Mais on y est déjà. Hein. Je rappelle que certaines attaques aujourd'hui en Syrie, en Irak, ne sont plus faites uniquement soit par des drones, soit par des bombes, mais aussi par des virus. Et ça, depuis 2010, c'est Stuxnet. Voilà. Bien. Une autre question? Bonjour, messieurs. Alors là, on a plusieurs fois, vous avez plusieurs fois évoqué le GDPR. Au-delà du risque d'incident, est-ce que le risque d'amende peut-il être assuré? Ça a été un peu évoqué dans la raison pour laquelle les entreprises prenaient une assurance cyber, donc ça donnait en premier. Mais on parle de l'amende administrative, typiquement une amende CNIL. Non, on était sur l'amende réglementaire. Ouais, c'était le premier point. Est-ce que l'amende va être... Non, mais bien sûr, Alors, toutes les polices d'assurance de France, de Navarre et du monde entier prévoient une clause d'assurance des sanctions prononcées par les autorités de régulation sous réserve de leur assurabilité dans le pays dans lequel elle est prononcée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faudra se référer au droit positif local. Se référer au droit positif local, c'est soit à la loi, soit à la jurisprudence. Dans certains pays, c'est inassurable de par
la loi. Non, en France, ça n'est pas inassurable par la loi. C'est en fait une construction jurisprudentielle sur la base de 2 articles, l'article 6 du Code civil sur la problématique de savoir si c'est une convention qui respecte les bonnes mœurs et l'ordre public. Donc en gros, derrière, en toile de fond, la suppression du pouvoir de sanction par un produit d'assurance. Et où le deuxième sujet, qui est le sujet aussi fondamental pour les assureurs, qui est la notion de faute intentionnelle ou dolosive. Au sens assurantiel du terme, pas civil, pas pénal, il faut savoir si l'assuré avait conscience de créer le dommage tel qu'il s'est réalisé, soit chez le tiers, soit au préjudice de l'assureur. Donc voilà tout ce qu'il faut démontrer. Ceci étant dit, on paye et on fait payer par certains assureurs aujourd'hui des sanctions pécuniaires, celles prononcées par l'AMF. Alors le marché s'est moralisé, c'est uniquement contre les personnes physiques et bien évidemment sur des sujets qui ne sont pas des fautes intentionnelles où un dirigeant s'est enrichi. L'initié n'est pas concerné. Donc c'est au cas par cas. Et je dirais que celui qui prendra l'initiative de dire que c'est pas assurable, c'est l'assureur pour se défausser. Non, c'est pas juste hein, ce que je voulais dire. C'est une petite attaque. Mais les deux cas de jurisprudence que nous avons sur le sujet, c'est issu par une instance qui est introduite, 1 par Chubb, compagnie d'assurance, 2 par AIG, compagnie d'assurance. Pour dire, dans certains cas je garantis, dans certains autres je ne garantis pas. Il y a le point de rançon aussi, hein, le fameux point de rançon qui est à peu près le même en fait. Hein. C'est le même sujet, il y a des pays où les rançons sont inassurables. L'Italie, c'est inassurable. C'est la loi, c'est le geste des avoirs lié aux problématiques mafieuses. C'est largement un faux sujet d'ailleurs l'assurance des rançons, puisque dans les ransomware, les rançons sont extrêmement petites. Et donc l'assuré le paye, il ne demande pas, enfin ça n'a pas d'impact financier pour lui. Il y a des cas de rançon beaucoup plus complexes. Il y a des chantages liés à des données sensibles qui là par contre peuvent être éventuellement assurables. On a le cas du site de rencontre Ashley Madison. Mais la plupart des entreprises d'assurance de la rançon est un non-sujet. Par contre, un certain nombre d'assureurs, pas de courtiers, hein, d'assureurs américains rentrent dedans avec ça un peu lourdement en ce moment, de manière assez peu élégante, on va dire. Alors, vous avez raison, le vrai risque sur leur ransomware, c'est la disponibilité des données, leur intégrité pour la continuité de l'activité. Ce n'est pas spécialement le paiement de la rançon. Alors, est-ce qu'il y a encore une question ? Bonsoir, merci pour votre réflexion. J'ai une question. Quand on a parlé d'offres assureurs, on a parlé d'AIG, ACE, Chubb. On voit souvent j'ai l'impression des acteurs plutôt étrangers. On a Allianz qui est là. Merci, ça fera peut-être réagir. C'est le produit européen, et ils sont bâtis sur AGF. Donc voilà, donc, il y a le côté arriver avec des offres qui viennent de l'étranger qui sont peut-être plus matures, hein, c'est des marchés qui sont peut-être matures et qui arrivent sur le marché français. C'était peut-être le premier point. Et puis il y a un point peut-être sous-jacent, c'est grandes entreprises versus PME, TPE, où avec la réflexion de Michael, on était sur des rendez-vous de souscription. Donc là, on est pour moi plus sur les côtés TGE et on arrive à qualifier de manière plus précise le risque, versus une PME, TPE, où là on est plus sur des risques standardisés et avec des approches standardisées. Et quelle est la maturité aussi du coup sur ces segments et du coup, voilà, ça rejoint aussi du coup le côté offre maturité de l'étranger, ou est-ce qu'on a en France des assureurs qui sont présents sur le territoire français, hein, c'est pas une alliance, qui proposent des assurances sur le risque. Je vais vous donner des éléments de réponse. La réponse est oui. Il y a des entreprises comme AXA, comme MMA, comme Covea et plusieurs autres qui sont capitaux français, qui sont actifs sur le marché français, qui ont ce type d'offre. Il y a des à destination des PME, PMI et des ETI. Il y a des assureurs européens comme Allianz, comme Generali, qui ont aussi des activités en France qui offrent des produits équivalents. Et Zurich, la liste, elle est Mapfre, je crois, elle fait aussi. Enfin, européens et français, il y a des offres très robustes, équivalentes à celles de leurs concurrents américains, même parfois mieux-disants, et qui sont pour les TPE et PME packagés, et c'est des produits standards qu'on peut mettre en place très vite avec des process de souscription flash
pas comparables à ceux qu'on a évoqués jusqu'à présent sur les grands groupes. C'est pas du tout la même logique. Donc oui, ça existe et il y a une souscription qui augmente assez fortement. J'ai plus le chiffre en tête, je vais peut-être pas dire une bêtise, mais je crois que ça avait augmenté de 45% l'année dernière dans cet ordre-là. Donc il y a un taux paradoxalement, les PME, les TPE sont peut-être plus équipés que les grands groupes qui étaient mentionnés dans l'étude. Oui, en quelque sorte. Comme je t'aime beaucoup, je veux dire oui, tu as raison. En fait, il y a un marché de l'assurance sur les PME, PMI qui est un tout petit peu différent de celui du CAC 40, parce que celui du CAC 40, d'abord, c'est un process, pour certains grands comptes, ça a été des process de 24 mois. Et c'est des process en évolution, c'est-à-dire qu'en fait, on s'assure, mais comme on est en cours de transformation digitale de certaines activités, on revoit l'ensemble du process tous les 6 mois, tous les ans. Donc c'est une assurance très évolutive, avec j'achète 50 millions au départ, et j'en suis à 150 millions au bout de 3 ans. Ça c'est le premier. Sur le middle market, c'est un tout petit peu différent, et tu as raison, ça s'accélère grâce à l'offre Allianz, grâce à l'offre Macovea, grâce à l'offre AXA, ou d'autres acteurs comme Beazley, comme Hiscox, qui sont des syndicats de Lloyd's, finalement derrière, où on a encore un peu l'Europe pour quelques temps, et on a effectivement la possibilité d'avoir, je pense, une mutualisation sur les PME PMI à horizon 5 ans, une vraie mutualisation, donc une maturité d'un produit sur la base de matières non statisticables qui va 2 fois plus vite que d'autres produits dont je n'ai pas vraiment parlé, mais qui étaient la fraude, l'assurance de la fraude, ou l'assurance des responsabilités des dirigeants, qui est d'ailleurs un sujet connexe aujourd'hui sur le sujet cyber. Mais ce n'était pas statisticable, c'est des risques qui ont mis 15 à 20 ans avant d'avoir une maturité en Europe. Là, on va avoir une maturité en 7-8 ans, maximum 10. D'accord, on va peut-être s'arrêter là. Merci. Vous en pensez, messieurs? Oui. Bah, merci. Merci à vous. Merci à vous tous d'être venus. Merci à Florence d'avoir animé cette table ronde. On espère avoir participé au débat de la cyberassurance. Je ne vous cache pas, comme le disait François en introduction, que ça nous a un tout petit peu titillé en 2015 de voir que le gouvernement anglais, avec le financement d'un courtier anglo-saxon, avait défini une stratégie de politique de cyberassurance pour devenir le leader dans le monde. On avait alerté les autorités à l'époque, n'ayant pas vu de vraie dynamique française sur le sujet. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce livre blanc. Et donc on espère que Français et Européens continentaux vont devenir les leaders mondiaux de l'assurance cyber. Je vous souhaite une bonne soirée, on vous souhaite tous une bonne soirée et vous apporte un petit peu de liquide frais. Merci beaucoup.